Elle est née à Lubumbashi, en RDC, et vit à Bruxelles depuis 1992. Elle est politologue et experte en management public. Elle défend la cause des femmes depuis plus de 25 ans. Elle est présidente de Air de Femmes, cofondatrice et présidente d'honneur de l'Union des femmes africaines, UFA. Elle a, entre autres, participé au processus de la création de la Maison des femmes au Burundi, participé au processus de négociation de paix dans la région des Grands Lacs, ou encore à l'analyse du rôle des femmes dans les élections de 2006 et 2011 en RDC. Elle a également ponctuellement participé de manière générale à l'analyse de la gouvernance et du développement en Afrique. Elle est lauréate du prix Femmes de paix en 2012. Elle fait partie des femmes inspirantes de 2015 à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine. Elle reçoit le prix Femmes d'exception en 2019. Certaines de ces citations sont prises en exemple. Tant qu'il y aura des femmes opprimées et victimes d'iniquité, je serai debout avec elles pour revendiquer et participer à la construction d'une société de justice et de paix. On peut dire d'elle que c'est une femme baobab. Elle est aujourd'hui notre invitée et elle s'appelle Louise Gandou. Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Bokutani et Radio Beauté. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission Mikanda. Mikanda qui, comme vous le savez, est une émission littéraire qui promeut la littérature congolaise, réalisée en collaboration entre Radio Beauté et le collectif Bokutani. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, la chronique de Jean-Jacques Bain, aujourd'hui, notre invitée s'appelle Louise Gandou. Madame Louise Gandou, bonjour. Bonjour, Monsieur Mabita. C'est un honneur de vous recevoir en ce jour, de partager un petit moment avec vous et faire un peu le tour à l'occasion de la sortie de votre livre qui s'appelle « M'aligner telle une plante de courge ». Mais avant d'aborder votre livre, cette chronique assez impressionnante qui montre un palmarès assez impressionnant, lorsque vous l'entendez et que vous imaginez que c'est de vous dont on parle, qu'est-ce que vous ressentez? C'est un peu flatteur, mais à la fois je l'entends et le ressens avec beaucoup d'humilité, parce que tant que nous serons confrontés à tant de défis sociétaux, tant que nous aurons des hommes, des femmes, des jeunes qui vivent une atteinte grave à leur dignité, je pense que le combat doit se poursuivre. Voilà. Et donc, cette chronique dont il a été question, et je pense votre vie, on connaît un peu votre parcours, femme publique, on vous a vu un peu sur beaucoup de fronts, vous avez souvent représenté la diaspora. Donc dès lors qu'il s'agit de parler d'une problématique publique, vous avez souvent été sollicité. Par contre, dans votre livre, votre parcours, dans ce livre-ci, vous évoquez plus des choses personnelles. Est-ce que cela était d'une manière volontaire ou comment est-ce que vous ressentez ça? Comment est-ce que cela s'est fait? Oui, en effet, ce livre n'est pas une autobiographie, que du contraire. Je pense que dans la vie de tout un chacun, il arrive un moment où se posent certaines questions existentielles. J'ai été confrontée à cette question à la mort de mon frère aîné, qui est celui qui m'a élevée, qui m'a fait étudier, qui m'a donné le goût de la lecture, qui était un peu mon père en fait. Au moment où il m'a adoptée, j'étais très jeune. À peine arrivée chez lui, un an après, mon père mourait et je n'ai pas eu l'occasion de rentrer au deuil de mon père à Lubumbashi, donc on était à Kinshasa. Et donc j'ai un peu refoulé le deuil de mon père. Et j'ai reporté tout l'amour paternel sur mon frère aîné. Et j'ai toujours vécu comme ça, même si je pensais à mon père, mais j'avais mon frère, il était comme mon père. Et donc quand il est mort brutalement en 2012, j'ai l'impression que ça a dû réveiller, ça a été un séisme qui a dû réveiller aussi le deuil que j'avais refoulé, qui était mon père.
Pourquoi nous sommes tous nés au Katanga? Pourquoi on s'est retrouvés là-bas? Je voulais entrer un peu dans cette histoire familiale dont je connaissais finalement peu de choses. Et donc, voilà, c'est à cette occasion que l'idée de pouvoir écrire cette histoire m'est venue et j'ai commencé à collecter les témoignages. D'accord. Et donc, on vous connaît, femme publique, combat de femmes. Par contre, dans votre livre, lorsque vous parlez de votre histoire familiale, il s'agit principalement deux hommes que vous parlez. Donc, en l'occurrence, ici, votre frère, même si vous parlez un peu plus de beaucoup de choses, mais votre frère ici et votre père. Ça va ensemble, ce côté de femme à l'extérieur, homme à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une relation? C'est vrai, c'est un livre d'hommage. Je rends hommage à mon frère, mais aussi à mon père. Par rapport à mon combat, pour les femmes, il est clair qu'une société se bâtit avec les hommes et les femmes. Et que nous sommes complémentaires dans tous les défis que nous rencontrons dans la société pour plus de justice, pour plus d'épanouissement, pour plus de bien-être, pour plus de dignité. Et je pense que nous ne devons jamais, jamais faire du combat des femmes un combat exclusif. Il est inclusif parce que c'est ensemble que nous devons cheminer, c'est ensemble que nous devons bâtir une société où chaque homme et chaque femme a sa place. Et vous avez parlé d'éloges en parlant donc de ce que vous racontez sur ces deux personnages, donc votre frère et votre père. Et dans ce livre, il y a aussi une notion dont vous parlez, le kassala. Pouvez-vous un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est que le kassala? Oui, le kassala, je ne sais pas si ça existe dans d'autres ethnies, mais en tout cas, au Kasaï, le kassala, c'est vraiment un poème panégyrique qui peut être chanté ou déclamé à l'occasion des grands événements. Par exemple, l'intronisation d'un chef, à l'occasion d'un décès, à l'occasion d'un mariage. À l'époque, c'était fait par des griots. En fait, ils remontaient la généalogie de cette famille, louaient les ascendants jusqu'à une Xème génération, mais aussi les descendants. Et ce qui est très beau, c'est que ça montre quand même quelque part dans notre conception africaine qu'on n'est jamais seul. On est le maillon d'une lignée. Il y a des gens avant nous, nous et après nous. Et que cette lignée, cette chaîne continue. D'où chez nous, une histoire n'est jamais personnelle. Elle s'inscrit toujours dans une histoire communautaire. Et donc le kassala, je l'ai découvert tardivement. J'ai pu apprécier sa beauté. Et quand il est déclamé ou chanté, il dégage une très très grande émotion. Et je pense que c'est vraiment très beau. Bien sûr. J'ai vu de très beaux kassala ici. Malheureusement, nous ne le lirons pas aujourd'hui, mais donc on conseille à ceux qui achèteront le livre de les découvrir. Votre livre parle d'histoire familiale, mais on y découvre aussi quand même quelques traits de l'histoire du Congo. Tout à fait. Donc c'est quand même cet intérêt-là. Est-ce que c'est des choses que vous avez été recherchées, que vous avez vécues, qui font partie aussi du parcours? Tout à fait. Ça fait partie de notre histoire familiale qui s'inscrit dans une histoire aussi collective. Parler de mon père, c'est parler, par exemple, de ce qu'il a fait quitter le Kasaï, c'est-à-dire l'appel à la main-d'œuvre pour travailler à l'Union minière du Haut-Katanga. Parler de cette histoire, c'est parler aussi de ce qu'était ce travail à l'Union minière. Enfant, c'est vrai, on ne réalisait pas la pénibilité de ce travail. Par exemple, je me souviens, enfant, on attendait toujours papa quand il revenait de sa pause de nuit le matin, il nous ramenait toujours des friandises. On était très heureux. Mais c'est avec le recul qu'on réalise le salaire de misère qui était le sien, les conditions pénibles de travail et cet effort qu'il avait de nous ramener toujours quelque chose, une friandise qui était vraiment une preuve d'amour. C'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. C'est de voir aussi dans quelles conditions nos parents travaillaient durant, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale. À ce moment, papa était déjà à l'Union minière, où l'usine devait tourner 24 heures sur 24. Et de savoir que papa a vécu tout cela comme sacrifice pour ses enfants, je ne pouvais pas ignorer cette histoire, je ne pouvais pas la taire,
parce que l'histoire familiale, l'histoire de mon père s'inscrit aussi dans cette histoire globale. Tout à fait. Dans votre livre, vous parlez un peu durant votre jeunesse, de votre découverte, en tout cas, je pense, d'une passion déjà pour la lecture. Oui. Comment est-ce qu'elle est née, cette passion jeune au Congo de la lecture? Je pense que c'est mon frère qui est professeur. Je crois que très tôt, il a commencé à m'offrir quelques romans. Je découvrais d'abord Simenon et puis le journal d'Anne. Je dis, tiens, j'ai commencé à lire et puis je commençais à me passionner. Et je pense que quelque part, la mort de mon père a accentué ce refuge-là dans les livres. Je devais me créer un monde, entrer dans une histoire qui me faisait rêver, qui me portait sous d'autres cieux. Ce qui est beau dans les livres, c'est que quand on décrit un paysage et tout, vous l'imaginez, vous essayez de vous projeter dans ce paysage. Je crois que c'est quelque chose qui me passionnait. Et donc c'était un refuge et puis un plaisir. Voilà, et puis je commence à découvrir les BD. J'aimais tellement les BD que je pensais qu'à un moment donné, j'allais peut-être commencer à écrire les BD. Allez. Mais donc, voilà. Et donc, ayant eu cette passion jeune, et étant aujourd'hui passé de l'autre côté, puisque vous avez pris la plume pour écrire un livre, quel conseil est-ce que vous pourrez donner aux jeunes aujourd'hui? C'est vrai qu'au niveau de la jeunesse, de manière globale, que ce soit la jeunesse africaine ou même d'ici, il y a beaucoup de jeunes qui ne lisent plus ou pas ou peu. Je pense que nous devrions d'abord promouvoir les jeunes qui écrivent, qui lisent, même si ce sont des articles, même si ce ne sont pas des livres, promouvoir ces jeunes qui ont la plume. Encourager ceux qui rêvent d'écrire, qui aimeraient les encourager et les accompagner. Je pense que les gens qui ont eu la chance d'écrire doivent encourager notre jeunesse à pouvoir écrire. Parce qu'en écrivant, ils ont cette facilité de poster des choses sur les réseaux sociaux qui touchent beaucoup d'autres jeunes, qui seront beaucoup plus enclins à les lire, à découvrir, tiens, tel qui a écrit, qui a mon âge, etc. Ça peut stimuler. Autre chose, je pense que beaucoup de parents commettent l'erreur de ne laisser l'éducation, la formation des élèves ou des enfants à l'école seulement. C'est une erreur. Il faut vraiment donner le goût de la lecture aux enfants dès la maison. Je crois qu'on a une responsabilité. On ne doit pas laisser livrer les enfants uniquement à l'école, mais les accompagner, leur faire découvrir les auteurs africains, leur faire découvrir l'histoire de l'Afrique. Parce que on a une jeunesse aujourd'hui qui s'interroge, qui se pose des questions par rapport à leur identité, par rapport... Il y a beaucoup de livres très très intéressants qui pourraient leur ouvrir mais vraiment l'esprit et leur donner aussi l'élan de pouvoir rebondir et écrire des choses qui concernent leur vécu, qui concernent leur actualité. Et vous-même, passer de la lectrice à l'écrivaine, cet exercice a-t-il été facile? Comment est-ce que vous avez vécu ce passage? C'est vrai, ça n'a pas été facile. Être militante est une chose. Il faut le temps déjà. Et se dire, ok, maintenant je vais écrire un livre, ça n'a pas été facile. Je sais que j'ai commencé par collecter d'abord les souvenirs familiaux, c'est une histoire familiale. Et dès que j'ai fini, j'ai eu énormément de difficultés pour pouvoir démarrer. J'ai essayé de me faire accompagner au début et sur recommandation, de recommandation en recommandation. Je suis tombée sur Anne-Marie Trecker, qui a une maison d'édition Traces de vie. Je lui ai envoyé mon manuscrit qu'elle a lu vraiment attentivement et elle m'a envoyé toute une page de recommandations, les liens entre les livres, décharger les écrits des émotions, etc., que je devais vraiment maintenant me mettre à la place du lecteur. Et c'était un exercice que je ne suis pas parvenue à faire. Je l'ai recontacté humblement pour dire « Je comprends ce que vous me demandez, mais je n'y arrive pas. » Et donc, nous nous sommes vus, elle m'a expliqué, je donne juste un exemple, par exemple, elle m'a posé la question, au fait, qui écrit ce livre? J'ai dit, mais c'est moi. Il dit, mais vous n'êtes nulle part dans ce livre.
Ok. C'est une histoire familiale, vous n'êtes nulle part. J'ai dit, ah, mais c'est vrai. Elle me dit, voilà, dans ce livre, j'aimerais que vous commenciez par parler d'abord de vous. Qu'est-ce que je dois dire? Il dit, tout ce que vous voulez. Mais le premier chapitre de ce livre doit parler de vous. Et après cet entretien, elle m'a informé qu'il y avait les tables d'écriture qui allaient se donner, donc une leçon, je me suis inscrite. J'ai suivi les tables d'écriture et quand j'ai fini cette formation, je voyais clairement comment je pouvais commencer ce livre et ça m'a vraiment beaucoup aidé à entrer là-dedans, commencer à écrire. Je voyais clairement comment j'allais commencer. J'étais même surprise et bien sûr de discuter aussi avec des gens qui ont écrit comme Piti Banda, comme d'autres. Vous apprenez à voir un peu Dominique Aguessi que je cite dans mon livre. C'est des gens qui m'ont donné aussi certains conseils qui m'ont vraiment aidé, m'ont beaucoup encouragé à écrire. Et depuis que vous avez écrit ce livre, les jours, les mois qui ont suivi, les semaines, quels sont les retours que vous avez reçus? J'ai eu quelques retours très intéressants sur ce livre. Parmi les retours qui m'ont touchée, c'est des gens qui se sont reconnus dans cette histoire, dont les parents ont migré au Katanga, comme mon père, qui sont partis travailler soit dans les chemins de fer, à la KDL, soit dans les minoteries, en fait qui ont quitté vraiment leur province d'origine, le Kasaï, et qui sont partis travailler au Katanga, et pas dans le Katanga dans l'ensemble. Il y avait Elisabethville, Jadoville, un peu partout à l'époque, et qui ont connu aussi cette précarité, une famille nombreuse, avec une mère qui doit aller travailler pour essayer de seconder le père. Et généralement, c'est les champs, préparer des vins à vendre, des histoires à vendre. Et c'est des personnes qui m'ont dit, en fait, en te lisant, on avait l'impression de lire notre propre histoire. Et ça a été un retour qui était très très touchant. Il y a d'autres qui ont été marqués par les conseils que mon père, quand j'étais plus jeune, donnait aux enfants. Il dit, mais tu sais, ces conseils-là, c'est valable pour nous aussi aujourd'hui. On se retrouve là-dedans. Et j'ai été surprise aussi par les quelques Belges qui ont lu ce livre, qui m'ont dit, tiens, on ne savait pas cette autre partie de l'Union minière. Et pourtant, nous avons lu, mais évidemment, c'est l'Union minière vue par un ouvrier. Bien sûr. Par quelqu'un qui travaillait, qui était de l'autre côté, qui n'était pas aux côtés des cadres, des entrepreneurs, et qui ont été touchés. Donc, qu'est-ce que vous pensez d'écrire l'histoire, mais écrire tout simplement aussi dans les langues nationales, par exemple? C'est important. C'est important, surtout aujourd'hui où nous venons de perdre un grand promoteur de la culture congolaise, bienvenue Séné Mongaba. D'abord, hommage à lui, et on réalise combien ce grand militant, c'est un militant, je l'ai rencontré en 2007, on a fait l'interview ensemble, il était préoccupé de donner un idéal à notre jeunesse. Et il était convaincu que la désaliénation mentale des jeunes passe par l'apprentissage des langues maternelles. Il a opté pour le lingala, qui est une des langues nationales la plus parlée au Congo. Et je pense que le travail qu'il a entrepris va et doit se poursuivre. On a une jeunesse qui grandit ici. Cette jeunesse doit connaître ses origines. Aujourd'hui, on a des racines avec l'école Koua qui dispense des cours. C'est aider nos jeunes à grandir sur plusieurs cultures, leur culture d'origine et la culture dans leur environnement actuel. Vous vous souviendrez ici, à un moment donné, nous avons eu beaucoup de problèmes avec la jeunesse congolaise et africaine. Et on s'est rendu compte que ces jeunes posaient en réalité des questions identitaires. Identitaires, parce que quelque part, ils étaient révoltés. Ils étaient révoltés par ce qu'ils vivaient, ils étaient révoltés par ce qu'ils ne connaissaient pas de l'Afrique. Ils étaient révoltés par cette image négative qu'ils avaient de l'Afrique. Et ils voulaient changer des choses. Et je pense que ce combat, auquel beaucoup d'organisations ont répondu présent,
a donné quand même des résultats et continue à donner des résultats parce qu'on a vu ces jeunes commencer à affirmer par exemple leur identité africaine en se disant voilà, je ne défrise plus mes cheveux, je suis fière de mes cheveux naturels, je suis fière de mes rastas. On a vu nos jeunes commencer à porter les Amado, la promotion des Amado. Je m'habille à l'africaine, j'affirme cette identité africaine, je mets mon pagne à la tête et je pense que quelque chose s'est réveillé en eux. Ça, c'est du point de vue, en apparence, on peut se dire, oui, vestimentaire, les cheveux et tout. Ça va beaucoup plus loin. Ça va jusqu'à la recherche de la connaissance de notre histoire. Quelle est notre histoire africaine ? Que diriez-vous, vous, par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé, ou par exemple, vous avez cité une école comme Koua, de pouvoir vous mettre à la disposition des élèves et de venir un peu raconter vos histoires, les livres, pendant un moment. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative ? Ah, ce serait très intéressant. Ah non, c'est vraiment quelque chose, je crois que j'ai toujours été demandeuse et préoccupée de créer des passerelles avec notre jeunesse. Nous avons beaucoup de choses à passer à notre jeunesse. Et je pense que nous devons créer ces espaces qui nous permettent d'échanger, d'avoir des conversations intergénérationnelles. Et nous avons des aînés ici qui connaissent beaucoup de choses, qui s'en vont un à un. Et je pense que ces aînés ont beaucoup de choses à apprendre à notre jeunesse. La richesse qu'il y a dans notre culture, dans certaines pratiques qui, au fil des temps, prennent des significations finalement qui perdent finalement l'essence même de ce qui est fait. Je donne un exemple pour l'illustrer. La dot, par exemple. J'ai eu des jeunes qui ont invité un monsieur dans notre communauté, monsieur Kazadi, viens un peu nous expliquer pourquoi vous demandez la dot en Afrique. C'est quoi ? D'accord. Et je pense qu'ils ont été impressionnés d'apprendre que cette histoire est avant tout symbolique. D'accord. Qu'on n'a jamais quantifié, qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait les listes et on met des montants exorbitants, ce n'était pas cela à l'origine. Exagéré. Voilà, ça ce n'est qu'un exemple pour montrer que avec la jeunesse, nous devons parler, nous devons leur donner des raisons d'être fiers de notre culture, des raisons d'être fiers de nos origines. Et un petit clin d'œil à la militante, vous ne penserez pas qu'une institution comme l'ambassade du Congo pourrait ouvrir ses portes pour un centre culturel pour la diaspora, par exemple ? Absolument, absolument. Moi, je pense qu'il y a des ambassades où on voit qui soutiennent des actions culturelles de leur communauté. Une école comme Koua, ou même les initiatives de bienvenue qui doivent d'ailleurs se poursuivre, et de beaucoup d'autres Congolais qui sont ici dans la diaspora, devraient trouver un écho au sein de l'ambassade du Congo. Malheureusement, le temps passant, nous devons terminer cette émission. Alors, nous avons deux rituels. Le premier, je vais vous inviter à choisir un livre qui fait un peu la promotion de notre bibliothèque congolaise de Belgique. Et donc, c'est l'occasion pour vous de choisir un livre que nous vous prêtons. Et c'est l'occasion aussi de découvrir d'autres auteurs congolais, aussi bien de la diaspora que du Congo, des jeunes écrivains congolais dont nous faisons la promotion de livres. Donc, si vous voulez bien choisir un livre et peut-être dire un petit mot sur l'auteur ou la page, la couverture qui vous intéresse. Je pense qu'en regardant, c'est vrai, j'ai vu le livre de Pierre Compagnie, de M. Moudimbe, que j'ai déjà lu dans ses autres écrits. J'ai été frappée par Tina Salama, je ne connaissais pas, Ma vie pendant la guerre et après. Ça me parle. Je pense que c'est le genre d'histoire qui vous donne une force. J'aimerais bien découvrir comment on peut rebondir, comment on peut renaître de la cendre, rebondir et donner une force aux autres. C'est vraiment le genre de livre où, quand on a envie de laisser tomber les bras, qui vous parlent et qui vous disent « Debout, super. Lève-toi et marche ». C'est un livre très fort, effectivement. Ouais. Je vais vous inviter, le deuxième rituel et le dernier, après nous clôturons, de dire un petit mot dans une langue nationale congolaise de votre choix, un petit mot à nos téléspectateurs pour clôturer cette émission. Nalingi nayebisa bino nasepeli mingi na ndenge bandeko na biso bazali awa José Mabita na papa Jean-Jacques Ben bazosala makasi nyonso
pona bandeko na biso oyo bazokoma mikanda bazokoma buku bayebana. Mikanda oyo bazolinga bato ebele batangango, bana batangango na mikanda oyo tokoki komona na kati makambo mosusu ekokosalisa biso, ekokopesa biso makanisi ya sika. Makambo mosusu tokokotanga otangi otali olobi mpona mboka na biso, il faut tokende liboso, il faut totelema. Alors na napesa bino moi conseil muke, bana na biso bango nde bakotombola mboka. Topesa bana na biso mayele, topesa bana na biso makasi, topesa bana na biso makambo oyo kokotombola bango bakende liboso. Batikala kaka ndenge wana neti bana bazo waya waya te, neti baza na baboti te, na baza na bakoko te, baza na baboti, baza na bakoko, eza biso nde tokoki kosalisa bango. Alors na ngena yebisa bino kaka pona ebele oyo ya bino bazosala deja mosala wana, na ngena yebisa bino natondi bino matondo, aksanti. Toi Sakidila, merci beaucoup. Madame Louise Gadou, je suis ému. Merci pour ce moment. C'était un très grand plaisir de partager cet après-midi avec vous. Merci. Et merci à nos spectateurs et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. Merci de votre fidélité. Au revoir.